La question, c'est quels relais territoriaux imaginez-vous pour soutenir et participer au développement de l'emploi des entreprises de l'ESS? Oui, eh bien, tout d'abord, le plaisir de vous retrouver, de saluer l'ensemble des acteurs responsables de l'économie sociale et solidaire en région Centre-Val de Loire qui font, je crois, un travail très, très apprécié, très, très remarqué et saluer votre initiative en même temps que je salue bien évidemment les candidats à cette élection. Si me le permet, je voudrais dire à Timothée Duverger que je partage à 100% ce qu'il vient de dire quand il place l'économie sociale et solidaire dans un moment particulier parce qu'il y a une histoire, il y a la loi de 2014 qui a été, je crois, un très beau booster de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons, au-delà de ça, un moment de transformation ou d'évolution de notre société qui appelle l'innovation, qui, à bien des égards, interroge fortement des formes de mondialisation qui avaient normalisé les modes de production et affaibli l'intensité de la création territoriale. Le moment de transformation que nous vivons, il vaut bien évidemment pour cet immense sujet qui est celui de la transition énergétique. Il est lié aussi, bien évidemment, au désir de nos concitoyens de retrouver le sens de la production, le sens de l'échange, le sens de la consommation et tout ce qui répond à des logiques mondialisées essentiellement financières, prive de beaucoup de contacts, prive de beaucoup de créativité et l'économie sociale et solidaire apparaît dans ce moment comme une solution, on pourrait dire pour réparer, mais peut-être plus encore pour construire de nouvelles modalités d'échange, pour construire de nouvelles modalités d'élaboration des réponses aux besoins essentiels de nos concitoyens. Et c'est une excellente chose de mettre les régions dans ce moment de débat. Pourquoi ? Eh bien, parce que si nous pensons véritablement que les solutions de demain sont pour large part, plus qu'hier, liées à l'engagement local, liées à l'engagement territorial, ne peuvent pas être inventées de manière centralisée au niveau national, suppose l'énergie des territoires et des acteurs. À ce moment-là, les régions ont une responsabilité. Vous posez la question de savoir quels sont les relais. Eh bien, dans cette région qui a à la fois élaboré un schéma régional de l'économie sociale et solidaire avec une stratégie de l'économie sociale et solidaire, nous l'avons fait au cours de ce mandat. Il nous est paru très important avec la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de rapprocher, d'articuler, de fédérer l'économie sociale et solidaire avec les autres formes d'économie, dans tous les champs. J'étais hier avec le Crédit Coopératif et nous travaillions ensemble à la mise en place d'outils pour porter l'épargne de nos concitoyens vers la transition énergétique, environnementale, etc. Il faut, et c'est un engagement que je prends très volontiers, que nous articulions encore plus à l'intérieur de notre agence de développement économique l'économie sociale et solidaire avec les autres formes d'économie. Il faut que cette économie sociale et solidaire soit plus en visibilité, elle pèse plus de 10% dans cette région, c'est une avancée, vous l'avez souligné, elle est porteuse d'emploi plus que d'autres formes d'économie, elle est porteuse de développement durable parce qu'elle s'attache véritablement aux besoins de nos concitoyens et donc faire que cette économie sociale et solidaire, à travers les tiers-lieux, vous en avez parlé, à travers les conférences et régionales et territoriales, puisse être très en articulation, très, très mobilisée, efficacement mobilisée par rapport aux nouveaux besoins de la consommation, de la production, de la création sur les territoires. Et un grand bonjour à tous, à la fois les professionnels et les institutions de l'économie sociale et solidaire, et je salue également tous les candidats qui sont présents.
la question qui est posée est celle du nouveau modèle, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une question logistique de quelle organisation nous allons avoir, c'est qu'elle pose la question des territoires. Et très clairement, la région est aujourd'hui la collectivité territoriale qui est le dernier rempart de défense des territoires. Et là, en plus, le chef de fila de l'économie. Et nous sommes, quand je dis le dernier rempart, c'est que si les régions suivaient les politiques que l'on peut avoir depuis, alors ce n'est pas un gouvernement en spécial, mais les gouvernements qui se sont succédés depuis plus de 40 ans, effectivement, la désertification ne cesserait pas d'avancer. Et la question de l'ESS, je suis un petit peu... j'ai été un petit peu frustrée, Timothée, parce que vous avez tellement bien exprimé ce que je voulais dire que du coup, je ne peux que répéter. Mais effectivement, ce n'est pas une niche. C'est un peu comme le débat entre l'agriculture conventionnelle et la bio. C'est que l'ESS est une véritable nouvelle manière de faire de l'économie tout court, pas forcément qualifiée de sociale et solidaire, qui permet en fait, parce qu'il n'y a pas en premier lieu, il y a bien sûr la partie démocratique, mais parce qu'il n'y a pas d'effet lucratif personnel et privé, elle permet de retrouver ce que nous avons oublié, voire détruit, c'est-à-dire toute la transition écologique, tout le lien social n'ont pas de prix. Et à partir du moment où il n'y a pas de prix, ils ne peuvent pas rentrer dans une économie croissantiste et on ne va pas non plus faire de l'économie administrée. Donc l'ESS est vraiment cet outil à la fois réglementaire, économique, institutionnel, qui permet véritablement de construire le monde qui a déjà commencé aujourd'hui. Alors, il est très menacé. Hein. Il a peut-être commencé, mais les menaces sont très nombreuses parce que les multinationales et le capitalisme financier n'a aucune envie de céder la place. Mais très clairement, je reprends ce que vous disiez, Monsieur Duverger, c'est qu'il faut de l'ESS à tous les niveaux. Moi, j'ai vu qu'il y avait un décret qui permettait la transformation au scope. Il est très peu utilisé, il est très peu connu. Mais là, je voudrais parler avec vous, très clairement dans notre programme pour la liste démocratie et écologique, d'une conversion. Il vous reste une minute. Oui. Voilà, c'était ma dernière phrase. Donc, on parle de conversion bio. Moi, je voudrais parler de conversion ESS des différents pans de l'économie dite conventionnelle que nous avons dans la région, et l'institution régionale est la mieux placée pour faire cette conversion. Avec vous. Oui, je représente, bonjour à toutes et à tous, représente en effet la liste équipe de Marc Fesneau. Bonjour aux animateurs, bonjour aux responsables de l'économie sociale et solidaire, bonjour à tous les candidats, bonjour naturellement à François Bonneau. L'économie sociale et solidaire, ce n'est pas une petite part de l'activité économique, c'est une part considérable, conséquente, 1 800 000 emplois à l'échelle nationale. Et cette économie sociale et solidaire, ça a été dit à l'instant, depuis une quarantaine d'années, des politiques ambitieuses se sont mises en place. La région a un rôle absolument déterminant à jouer, de par ses compétences en matière d'aménagement de territoire, en matière de développement économique. Et vous dire d'ailleurs que, notamment, le pilier coopératif est un pilier extraordinairement important. D'ailleurs, Marc Fesneau lui-même avait lancé une petite société coopérative autour de la filière bois et énergie dans le Loir-et-Cher. C'est pour vous dire que c'est un sujet qu'il portera avec enthousiasme et ambition. Et vous voyez, ce modèle coopératif, il faut, je crois, lui redonner de l'énergie, lui redonner cette ambition, parce que dans l'économie sociale et solidaire, il y a des mots très forts. Il ne peut pas uniquement y avoir cette économie dévergondée dont on a bien vu les limites, cette économie fragilisée, et la crise du Covid le rappelle. Et donc, ces modèles de coopérative, naturellement, seront appelés à se développer. C'est la raison pour laquelle nous porterons des ambitions fortes. Notamment, il y a un système qui existe à la région depuis longtemps, Capasso, qui avait été lancé il y a une vingtaine d'années, qui a été renforcé et pour lequel nous souhaitons aller encore plus loin parce qu'il y a beaucoup d'associations derrière, beaucoup d'emplois et nous irons plus loin dans les engagements qui étaient de 3 années, que nous proposerons de passer à 6 années de manière à soulager toutes ces tracasseries administratives que chacun connaît.
Nous souhaitons également avoir un fonds d'investissement associatif fort pour porter justement toute cette pratique associative au travers de tout ce qui est accès à la culture, le tourisme, le loisir et toutes ces associations qui jouent un rôle majeur dans la transition énergétique. Et puis, je vous annonce qu'il y aura la création d'un fonds sur lequel Marc Fesneau apportera les détails très rapidement, d'innovation stratégique dans lesquelles l'économie sociale et solidaire pourra naturellement y être associée et sera directement fléchée, naturellement de la transition énergétique et de tous les projets innovants. Parce qu'il faut bien comprendre que derrière cette économie sociale et solidaire, c'est à la fois d'aménagement des territoires, c'est à la fois des emplois de proximité, c'est à la fois au lendemain du Covid aussi, il y a eu 420 milliards qui ont été mis par l'État, mais on sait qu'il y a eu une thésaurisation extraordinaire. Donc notre volonté, c'est le crowdfunding que chacun connaît, c'est d'impliquer les populations locales justement dans des projets de transition énergétique, dans des projets environnementaux, dans des projets d'innovation technologique, au travers par exemple d'encouragement de start-up, mais pas que des start-up. Et je crois que ça c'est essentiel parce que c'est une forme d'appropriation du territoire. Ce sont aussi des circuits courts. C'est aussi, me semble-t-il, une maîtrise environnementale majeure. Et donc, vous avez bien compris qu'au travers de ces trois dimensions en direction des associations, ce projet Capasso auquel tiennent tant nos associations régionales, que ce renouveau d'engagement associatif, parce que cette France va avoir besoin de respirer à nouveau au lendemain de 14 mois d'hibernation que l'on vient de vivre. Et puis, ce fonds souverain de 300 millions d'euros, donc c'est une somme considérable. Cette somme considérable sera financée par la région, des partenaires financiers et bancaires, bien sûr, mais elle permettra aux habitants vraiment d'être associés directement aux destinées de leur région. Et ça me paraît vraiment, je crois, assez majeur. Donc, cette économie sociale et solidaire qui a vécu une crise comme d'autres secteurs d'activité, eh bien, elle sera accompagnée dans un rebond parce qu'il y aura un rebond sur l'ensemble des secteurs d'activité. Et c'est aussi un juste retour des choses. Je termine mon propos introductif en disant que dans les mots économie sociale et solidaire, il y a à la fois cette notion de solidarité indispensable, à la fois cette notion d'économie parce que ces emplois sont nombreux, structurants, pérennes sur le territoire et qu'ils incarnent aussi une forme d'engagement. Et l'engagement, nous y tenons. Une société ne marche pas sans qu'il y ait implication des forces sociales, des forces économiques. Les participants et puis une pensée vraiment particulière pour les organisateurs de ce débat parce que c'est justement intéressant de se retrouver autour de l'économie sociale et solidaire. Et nous, dans la liste de Nicolas Forissier, nous sommes tous d'accord avec le fait que l'économie sociale et solidaire devrait être de moins en moins coupée de l'économie classique. Et en ça, on rejoint tout à fait ce qu'a dit Timothée Duverger tout à l'heure. L'axe fort de la gouvernance qu'on voudrait mettre en place, c'est d'associer les collectivités locales, que ce soit les départements ou les EPCI, donc des communautés de communes jusqu'aux métropoles, donc de les associer à nos décisions et pour cela avoir des groupes de travail thématiques. Ce qui permettra au moment de travailler sur les contrats de territoire d'inscrire l'économie sociale et solidaire dans la contractualisation. Ça permettra de mobiliser des moyens financiers et puis de l'ingénierie, et ça sur l'ensemble des territoires de notre région. Donc on est vraiment sur un changement de logiciel où la logique partenariale est à l'écoute des porteurs de projets. Et les porteurs de projets, on sait qu'il y en a beaucoup dans l'économie sociale et solidaire. Et je pense là notamment à Isa Group, qui est basée à Aubigny-sur-Ner, et qui est très cher au cœur de Laurence Régnier, qui fait du maraîchage bio, mais qui s'est aussi lancé dans la fabrication de masques lors du premier confinement ou dans la transformation de palettes pour en faire des meubles. Et donc, à chaque fois, cette association d'insertion montre qu'elle répond aux besoins, qu'elle est extrêmement agile et ça permet en plus de développer à chaque fois des compétences différentes sur son territoire. Donc, on est vraiment, nous, dans une approche pour être au plus proche des territoires, au plus proche des porteurs de projets et cela pour le bénéfice de tous les habitants. Bonjour à toutes et à tous. Merci effectivement aux organisateurs de l'organisation de ce débat. Vous dire d'abord que je suis très content en tant que candidat du Nouveau Souffle d'être ici, mais aussi en tant qu'ancien directeur d'une structure d'insertion. C'est toujours un plaisir de voir que l'ESS sait se mobiliser pour aussi, dans une campagne, défendre un peu ses intérêts. La première idée que je voudrais dire, c'est que si le Nouveau Souffle est élu à la région Centre-Val de Loire, on va avoir besoin de l'ESS parce que la transition écologique et sociale qu'on souhaite booster
parce que c'est la transition écologique et sociale qu'on souhaite booster, nous, elle a besoin de l'économie sociale et solidaire pour une simple et bonne raison, c'est que c'est l'économie sociale et solidaire qui, bien souvent, est à l'avant-garde de cette transition écologique. Et aujourd'hui, et depuis des années, vous avez raison de dire que le monde demain, il existe déjà et qu'il est là et que c'est vous qui le représentez. C'est toutes ces initiatives locales. L'enjeu pour nous, pour l'ESS, c'est d'arriver à lui permettre d'être à la fois cette innovation-là, cette capacité à défricher pour remettre en cause le modèle économique capitaliste classique en créant des choses et en même temps d'être capable d'être dans la transformation dans tous les étages de l'économie. Voilà, ça c'est l'enjeu premier. Alors, en ce qui concerne les relais territoriaux pour développer l'emploi partout dans la région, on pourrait en citer pas mal. Je vais en citer 3. Le premier, c'est que donc il y a l'agence DevUp qui existe et qui bénéficie d'un réseau de développeurs aujourd'hui qui est partout dans les territoires. Ce réseau de développeurs, il faut le former bien plus et il faut que l'ESS infuse bien plus. Ce n'est pas simplement une histoire d'articulation entre l'ESS et l'économie classique, c'est vraiment comment l'ESS, elle peut irriguer l'ensemble du développement économique et pour ça, il faut parfois changer un peu l'approche. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est une politique de formation auprès de ces développeurs sur la question de la transition écologique et sociale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, ça a été dit, il y a les tiers-lieux qui existent, qui se sont spontanément développés dans pas mal de territoires en région et qui prennent des formes très différentes, etc. Ces tiers-lieux, c'est des terreaux très intéressants selon nous pour non seulement susciter des initiatives qui pourraient être porteuses d'emploi, mais en plus qui pourraient être chargés d'accueillir, chargés d'orienter vers des gens qui pourraient ensuite les accompagner vers l'ingénierie de projet, etc. Donc, autour des tiers-lieux, pour nous, il y a un enjeu à construire un réseau de ces tiers-lieux-là avec cet axe de développement de l'ESS. Et puis, je finirai sur un troisième champ, et peut-être que si j'ai le temps, j'en rajouterai un quatrième. Le troisième, c'est qu'à travers les CRST, les contrats régionaux de solidarité territoriale, il existe déjà de la capacité pour l'ESS de bénéficier d'enveloppes pour investir dans son développement. Ce levier-là d'investissement des structures de l'IAE, mais pas que, des coopératives, etc., il va falloir le renforcer pour qu'effectivement, à l'échelle de chaque bassin de vie, les organisations puissent avoir des moyens pour investir. Voilà. Je sais pas. La crise a fortement touché certains secteurs de l'ESS, mettant en difficulté de nombreux employeurs et en péril des emplois. Quel soutien pourriez-vous leur apporter pour leur permettre de poursuivre leurs activités et de pérenniser les emplois au sein de leur structure? Comment la région peut aider les acteurs de l'ESS pour accéder aux fonds européens, mieux les faire connaître, appuyer la constitution des dossiers et faciliter la gestion des financements? Merci. Oui, la question que vous posez est évidemment liée à celle des territoires, comme celle qui vient d'être posée. Bien évidemment, quand on parle de territoire, ce sont ceux des bassins de vie et que l'objectif est de recréer une véritable économie au sein des bassins de vie. Donc là, sur la sortie de crise, vous avez toujours deux attitudes, deux mesures qui doivent s'accompagner. Il y a celle de l'urgence, parce qu'on n'a pas le temps de faire de la transition, de la transformation, et il y a celle du long terme,
Et ça, les politiques doivent jongler toujours avec les deux. Sur celle du court terme, la région, avec d'autres institutions, met en place des plans de relance, des plans d'urgence qui concernent l'ensemble de l'économie. Mais ce qui nous intéresse, nous, plus que tout, c'est comment on rend l'économie en général et grâce à l'ESS résiliente par rapport aux crises qui vont venir, parce que ce n'est pas la dernière malheureusement et elles vont se reproduire sans arrêt. Et donc dans cette résilience-là, elle passe d'abord par les territoires, alors bien sûr dans le cadre des CRST, mais je dirais que la CRES, et là je m'adresse particulièrement à vous Monsieur Collin, la CRES devrait être une chambre consulaire à part entière, pas seulement avoir les 3 et puis la 4e qui est à côté, mais non seulement elle doit l'être à part entière, mais elle doit aussi infuser vis-à-vis des autres chambres consulaires et du monde économique. J'insiste sur l'aspect de la transformation de l'économie, de cette conversion vers l'ESS, de l'ensemble de l'économie en partant des territoires et en ayant une véritable approche territoriale et en réseau. C'est-à-dire que là, clairement, ça interroge aussi l'organisation territoriale de DevUp, qui est par département, sachant que le département n'a plus la compétence économique, que le département ne permet pas le développement véritablement des territoires dans la mesure où sa taille et son organisation ne le permettent pas. Et donc, nous serions très favorables à une organisation aussi territoriale de DevUp par bassin de vie, de manière à renforcer aussi les contrats de solidarité territoriale par une vision de construction de nouveaux liens économiques dans la proximité. Oui, j'ai bien compris la question qui s'articule autour de 2 sujets majeurs. C'est la pérennisation de l'emploi. Et je rappelais dans mon introduction, c'est 1 800 000 emplois au niveau national, donc avec une déclinaison régionale très forte. Et puis la deuxième question qui était posée, c'était concernant naturellement l'usage des fonds européens. Moi, je voudrais rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le modèle coopératif, il est vertueux. C'est un beau modèle. C'est un modèle dont il faut assurer la promotion. C'est un modèle qui apporte de la solidarité entre les coopérateurs. Ce modèle coopératif s'était un peu essoufflé ces dernières années. On va le revivifier, on va l'accompagner. Et vous voyez, tout à l'heure, j'étais dans une très belle inauguration, une coopérative de Réloir qui a fait en sorte que l'on puisse faire pousser du lavandin. Eh bien, c'est moins d'eau. C'est plus de revenus pour les agriculteurs parce qu'on a une durée d'intervention et de contrat sur 7 années et c'est quelque part aussi participer à la diversification économique pour les agriculteurs. Et ce modèle coopératif pour les agriculteurs, on peut le développer dans beaucoup de champs d'activité. La seconde chose sur les fonds européens, on sait que c'est très compliqué. J'ai moi-même géré 3 programmes de fonds européens et c'est très difficile parce que ce sont des dossiers extrêmement lourds. Et donc là, nous aurons un dossier unique. Et la région interviendra massivement de manière à faire en sorte que les acteurs du territoire, parce que moi ce qui m'intéresse c'est les territoires, on puisse les accompagner plus facilement que ça n'est le cas à l'heure actuelle. Les contrats régionaux de solidarité territoriale pour nous seront beaucoup plus souples. Ce sera les territoires qui définiront les priorités et non la région qui définira les priorités pour les territoires. Vous voyez, on est complètement à contre-emploi de ce qui se passe à l'heure actuelle. Je crois que c'est important de laisser cette souplesse, de cesser cette capacité d'innovation. Il y a tellement de richesses, d'innovation, tellement de projets qu'il faut accompagner. Et puis, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Vous savez, c'est cette belle phrase de Édouard Herriot, le maire de Lyon, qui disait à une époque, la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Pas du tout. Nous serons les ambassadeurs de cette économie sociale et solidaire. Je rappelle ce fonds d'investissement majeur, ce fonds d'investissement dans lequel il y aura un côté participatif avec les populations qui pourront financer des projets de transition écologique. Et d'ailleurs, vous voyez, je viens de lancer à Châteaudun un Living Lab, donc un espace de réflexion, de rencontre autour de tous les chantiers de transition écologique. Et je vois des gens intéressés parce qu'ils veulent qu'autour d'eux, il y ait des circuits courts, il y ait donc de l'emploi, il y ait donc aussi quelque part le respect des territoires et naturellement le développement économique à la clé. Merci. Alors, il y a un dispositif qui existe déjà de soutien aux entreprises pour la relance après la crise sanitaire. Alors évidemment, ce dispositif, on le modifiera, mais on a prévu à l'intérieur des dispositifs spécifiques, des outils spécifiques pour l'économie sociale et solidaire. Donc tout d'abord, on a prévu un accélérateur pour l'ESS en partenariat avec la Banque publique d'investissement, les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Donc, le but, c'est d'accroître l'impact social des entreprises de l'ESS et de renforcer l'approche stratégique de ces entreprises pour leur permettre
d'abord de consolider ce qu'elles sont et puis leur permettre, quand elles sont vraiment solides, un changement d'échelle. C'est aussi mettre en place une action conseil pour favoriser le rapprochement des entreprises de l'ESS avec les entreprises classiques. Pourquoi pas jusqu'à la création de joint ventures sociales qui seront des alliances de structures d'insertion avec des grandes entreprises ou voire des grands groupes pour mieux répondre aux appels d'offres les plus complexes dont on sait que les entreprises de l'ESS ont encore du mal à y avoir accès. Et puis enfin, on sait qu'on a quand même des champions de l'ESS, alors je mets champions entre guillemets, mais qui sont déjà des entreprises qui sont solides et il faut les accompagner pour qu'elles deviennent vraiment des acteurs économiques de premier plan. Donc les enjeux, c'est vraiment de consolider à la fois le modèle de l'économie sociale et solidaire, de consolider les emplois, évidemment. Et puis, l'autre enjeu, c'est d'avoir un suivi du développement de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire et pour valoriser leur modèle et pour valoriser aussi les bonnes pratiques, leurs bonnes pratiques, celles qui leur permettent d'avancer, puisque, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même elles qui savent quelles sont les pratiques qui leur permettent d'avancer et d'entraîner avec elles les autres entreprises, voire de les irriguer. Et je pense qu'on est tous d'accord sur ce principe-là. En ce qui concerne les fonds européens, créer un guichet unique d'aide au montage de dossiers d'aide européens. Et ce guichet unique, il ne sera pas sur un seul lieu. C'est un guichet unique qui sera déployé sur l'ensemble du territoire. L'enjeu, je pense, particulièrement en ce moment, c'est de redonner aux acteurs de l'ESS des perspectives de développement. Et même dans le cadre de la crise. Pour ça, il y a plusieurs outils. Les autres ont cité ceux qui répondent à la crise sur le court terme. Moi, je vais plus m'axer sur le moyen et long terme. Il me semble qu'il faut il y a un dispositif qui s'appelle Effervescence qui a été créé dans le cadre de la stratégie ESS qui vient d'arriver à son terme. Et il me semble qu'il y a aussi un dispositif qui existe déjà, qui est 1 euro citoyen, 1 euro région. Ces deux dispositifs-là me semblent très intéressants à articuler et à booster pour leur permettre de prendre un vrai essor dans le mandat qui arrive. Ensuite, le CAP COP, il était prévu qu'il soit élargi et on pense qu'il faut maintenant le faire. Là, il est temps de le faire puisque les coopératives ont besoin non pas simplement d'être aidés à leur émergence, au moment de leur émergence, mais à plusieurs étapes de leur développement. Et donc, la création d'un CAP coopératif qui puisse élargir aussi au développement de projets. La troisième idée, c'est l'épargne citoyenne, la mobilisation de l'épargne citoyenne. Il y a eu pendant ce mandat un livret qui a été créé sur la COP régionale que les écologistes ont particulièrement porté et qui permet la mobilisation d'épargne citoyenne. Ce type de dispositif nous semble très intéressant. Il faut que la région puisse travailler avec les banques coopératives pour les développer et pour en créer de nouveaux sur les questions d'économie sociale et solidaire. Voilà. Et puis sur les fonds européens, je veux bien savoir combien il me reste de temps sur les fonds européens. Julien ? Il me reste exactement 2 minutes. Bon, rapidement, sur les fonds européens, pour nous, il y a 4 enjeux. Le premier, c'est celui de la trésorerie quand même. Il faut réfléchir ensemble à un outil d'avance de trésorerie pour permettre aux structures de l'ESS d'aller plus facilement sur les fonds européens. Il faut certainement remettre en place un marché d'accompagnement des acteurs, comme il existait avec les micro-projets à l'époque avec la FNARS, ça me semble très intéressant. Et puis peut-être faire des espaces régions dans les départements, des portes d'entrée aussi pour ce type de sujet, les fonds européens, pour les acteurs. Et puis peut-être aussi renforcer notre lobby ou continuer le lobby qu'on peut faire à Bruxelles aujourd'hui sur la simplification des procédures. Voilà. S'agissant du soutien, il faut d'abord de la perspective. Et contrairement à ce que Philippe dit, il est parti depuis quelques temps dans la région, mais on n'est pas sur 3 ans ni sur 6 ans pour les CAPASO. On est aujourd'hui, Philippe, rendu à la 4e génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des associations qui portent véritablement de la solidarité ont aujourd'hui à leur côté la région qui apporte l'essentiel des moyens financiers pour des contrats qui vont, pour certains, aborder la 10e, 11e, 12e année,
avec chaque 3 ans une discussion sur les objectifs, sur les modalités d'intervention financière et sur les partenariats. Je crois qu'il faut rester là-dedans, c'est critiqué par un certain nombre de formations politiques, mais il faut rester sur le moyen et le long terme parce que c'est indispensable d'avoir de la visibilité. C'est le principal soutien qu'on doit donner aux associations, c'est la visibilité durable. Le deuxième élément, s'agissant des cycles. Les cycles aujourd'hui et demain, au moment où on va sortir de cette crise, elles vont apparaître encore plus comme des outils possibles, non pas systématiquement à la place d'eux, mais des outils possibles et nécessaires pour porter de nouvelles activités économiques en lien avec les transitions environnementales, les nouveaux circuits de production, les nouveaux services, et c'est absolument indispensable. S'agissant toujours du soutien, les activités d'économie sociale et solidaire trouvent très largement dans les contrats de solidarité d'aujourd'hui, je veux défendre cela, très largement des moyens. Juste un chiffre, je ne vais pas en donner trop, mais en 2021, parce qu'il y a la crise, nous avons porté de 60 à 81 millions d'euros les moyens des contrats régionaux de solidarité territoriaux. Et non pas, comme Philippe Vigier le disait, avec des définitions qui se font par la région, mais véritablement à partir de l'énergie, à partir des projets des territoires, à partir d'un dialogue avec les territoires sur des choses qui sont en convergence, qui s'appellent la transition énergétique, qui s'appellent les services aux personnes. Et ça, il faut absolument le stabiliser, le mettre dans la durée, ça me paraît indispensable. S'agissant toujours du soutien à l'économie sociale et solidaire, dans ces CRST, nous avons mis en place une place considérable de l'innovation avec Idées en campagne. Idées en campagne, ce sont des acteurs qui sont souvent des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de tout ce qui touche à la culture, au service aux personnes, etc., invente le monde de demain et c'est très bien relayé par l'économie sociale et solidaire. Il faut défendre cela. Enfin, l'Europe. Très vite, l'Europe, c'est indispensable. L'Europe, c'est complexe et je rejoins complètement ce que rappelait Jérémy Godet. Nous avons aujourd'hui un engagement de la région qui permet à la fois d'aller chercher les fonds européens, et il faut le faire encore plus en accompagnement, mais aussi il faut que la région apporte des garanties en matière de trésorerie, parce que les fonds européens sont liquidés avec des délais qui sont importants, trop importants pour les trésoreries des structures de l'économie sociale et solidaire, et la région doit prendre le relais, continuer à prendre le relais. Merci. On va vous proposer là maintenant de faire une parenthèse par rapport à ces problématiques économiques qui viennent d'être énoncées pour vous pencher sur une des valeurs de la République qui s'appelle la fraternité. L'ESS a un engagement notamment auprès de la jeunesse en faveur d'une culture de la fraternité. Comment envisagez-vous un soutien de la région dans le cadre des initiatives que nous développons en faveur d'engagement collectif, notamment auprès de la jeunesse? Très heureux de parler et de répondre à François Millien sur le sujet de la jeunesse. Et la jeunesse, c'était celle qui, je pense que chacun en conviendra, c'est dit par beaucoup depuis de longs mois, qui est victime, me semble-t-il, collatérale très forte de ce que nous vivons. Je parlais de ce pays sous cloche depuis 14 mois et ça pose plein de difficultés dans la vie quotidienne des jeunes, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient jeunes travailleurs. Et l'engagement, pour moi, c'est à la base de tout. C'est mon BAFA, mon BAFD, d'être responsable d'associations, et c'est ce qui m'a amené à la vie publique. Et ce sens de l'engagement, c'est ce qui permettra un sursaut collectif. Un sursaut collectif, ça ne se définit pas uniquement par les expertises individuelles, les expériences individuelles, pas du tout. C'est comment on va ensemble plus loin, c'est redonner un sens, c'est apporter un soutien à la République, c'est naturellement faire en sorte que la cohésion, parce que ce mot doit être revisité, on lui donne toute sa force, toute sa puissance qu'il exprime. Et pour moi, la cohésion, ce n'est pas un petit mot, c'est la base du vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, on voit bien combien il mérite d'être conforté.
C'est la raison pour laquelle tout passe par la vie associative. Alors, surtout pas de faire de polémique ni rien. François Bonneau rappelait à juste titre que depuis 10 ans, il y a des associations qui étaient aidées par Capasso. Quand j'ai expliqué que nous souhaitions porter de 3 à 6 années la durée d'un engagement, c'est-à-dire qu'en fait, pour éviter que tous les 3 ans, on reconstitue un dossier, c'était pour, je pense qu'on dit la même chose, pour faciliter la vie associative. Et ça me paraît un levier très fort. Sur nous, justement, pour les jeunes, que ce soit les premiers concernés, et pour que dans chacune des dimensions de leur vie quotidienne, mais pas que les jeunes, eh bien, on apporte une réponse calibrée à la situation véritablement exceptionnelle que nous vivons. Cette région a toujours fait beaucoup pour la jeunesse et je crois que là, elle doit faire un effort supplémentaire et c'est cet effort supplémentaire que nous portons. Marion Cabane, peut-être que M. Vigier peut reprendre un petit peu parce qu'il y a eu sur la fin, M. Vigier. De connexion, sur votre dernière minute 30 en gros. Quoi. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Donc, même en direct, on peut couper. Donc, je recommence pour dire que la mesure que nous portons, c'est que nous allons abonder justement les associations qui permettent l'engagement sous quelque nature que ce soit. Ça peut être de la pratique sportive, de la pratique culturelle, ça peut être du développement touristique, c'est de la sensibilisation à l'environnement. Et nous allons apporter un fonds d'investissement. J'en ai parlé dans ma première intervention, mais j'insiste là-dessus, puisque ce rebond que nous allons vivre dans les prochaines semaines, puisque ça y est, les échéanciers maintenant sont sur la table pour que ce pays revive et que notre région retrouve ses pleins poumons et cette respiration profonde, eh bien, nous allons vraiment avoir ce fonds d'investissement de 15 millions d'euros qui accompagnera les projets associatifs, qui permettra donc l'engagement du plus grand nombre, qui permettra de retrouver cette cohésion à laquelle nous tenons tant. Et la région est vraiment dans sa compétence en permettant cela. C'est un effort financier incontestable qui fait partie d'un choix politique, d'un choix stratégique que nous faisons, parce qu'il nous semble que la cohésion est avant tout le meilleur moteur pour aller de l'avant et pour que le meilleur soit à venir. Alors, en ce qui concerne les jeunes, on sait que l'économie sociale et solidaire, elle apporte au moins 3 choses spécifiquement pour les jeunes, enfin pour l'ensemble des personnes suivies, mais notamment pour les jeunes. La première, c'est l'accompagnement. On sait très bien que la plupart, voire toutes les associations qui s'occupent de l'insertion, notamment des jeunes, ne leur proposent pas qu'un emploi. C'est aussi tout un accompagnement social, c'est l'aide à la mobilité, c'est l'éducation citoyenne et c'est une formation. L'économie sociale et solidaire, c'est vraiment l'interface entre l'économie et la formation et c'est finalement quelque chose qui est extrêmement important pour les jeunes puisque c'est ce qui leur permet pour la plupart d'entre eux d'avoir une formation qu'ils n'ont pas eue parce que souvent ils ont quitté le système scolaire trop tôt ou ils l'ont quitté sans avoir réussi à valider leur diplôme et finalement ils se retrouvent un petit peu abandonnés. Moi je pense à une association d'insertion qui fait l'économie circulaire à Tours qui s'appelle Active et qui récupère des vieux vêtements, entre autres, mais qui récupère des vieux vêtements, qui récupère sur ces vieux vêtements ce qui peut encore être utilisable, et puis qui a donc ce chantier d'insertion axé sur la couture, qui permet de reprendre les vêtements, de leur donner une nouvelle vie avant de les remettre en vente. Et ça donne un métier. Il y a le côté économique, hein, on est d'accord, puisqu'ils récupèrent, ils revendent, etc. Mais il y a tout le côté formation. Ça donne un métier, ça donne un cadre et ça intéresse évidemment les jeunes et plus spécifiquement les femmes. Les jeunes femmes sont plus touchées que les jeunes hommes. Pardon. Et puis, troisième effet très important de l'économie sociale et solidaire, c'est justement pour ces personnes qui sont sans diplôme ou sans diplôme suffisant, eh bien, on sait que ça ne marche pas dans l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas ça qui permet d'entrer. La porte d'entrée, ce n'est pas le diplôme. La porte d'entrée, c'est les compétences. C'est la valorisation des compétences. C'est ce qu'est la personne avec ses qualités, ce qu'elle peut porter. Et notamment pour les jeunes, c'est extrêmement important parce que dans un système dont ils sortent parfois broyés, c'est peut-être un grand terme, mais souvent quand même malheureux, eh bien, ils ont une porte d'entrée qui est valorisante pour eux, qui est bienveillante. Et vraiment, c'est tout l'intérêt de ces entreprises et de ces associations qui s'occupent des jeunes. Et vraiment, c'est quelque chose à poursuivre et à valoriser et à mettre en avant encore plus. Moi, sur la question des jeunes, je pense que l'enjeu, c'est ce que je citais au début, c'est comment l'ESS, elle infuse partout dans l'économie. Et donc, pour qu'elle infuse partout dans l'économie, il y a un enjeu de formation des jeunes
à ce qu'est l'ESS et à son histoire, à ses valeurs, à ses enjeux, à ses débats, etc. Et puis à ses pratiques. Et donc ça, je pense que c'est central. Pour ça, la région, elle a plusieurs leviers. Je pense au lycée, parce que les lycées, c'est quand même donc de la compétence régionale. Il y a des choses qui sont faites grâce aux maisons des lycéens. Il y a une fédération, je crois, qui existe maintenant. On pourrait tout à fait envisager des choses qui sont de l'ordre de la formation avec eux. On pourrait aussi imaginer des choses avec les budgets participatifs lycéens qui existent déjà, qui pourraient venir soutenir des structures, des projets de jeunes en lien avec l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a les lycées. Moi, je crois quand même qu'il ne faut pas passer à côté des mouvements de jeunesse et des mouvements d'éducation populaire. Philippe Vigier citait son BAFA et son BAFD. Voilà, on peut regretter qu'il y ait de moins en moins de jeunes qui passent leur BAFA. Mais il y a encore des mouvements de jeunes et des mouvements d'éducation populaire. Je pense que ça serait intéressant que dans leur parcours d'engagement, les jeunes qui s'engagent dans ce type de collectif puissent avoir un aperçu de ce qu'est l'ESS, puisqu'ils le vivent en fait. Ils le vivent à travers le mouvement associatif. Et donc, il y a certainement des partenariats, pourquoi pas des conventions aussi financières à imaginer. Les mouvements d'éducation populaire qui me semblaient importants et qui me semblaient des partenaires essentiels et qui pouvaient être… alors, je parle de l'éducation populaire, mais on pourrait aussi imaginer peut-être des choses avec les pratiques sportives, même si c'est un peu plus complexe. Mais enfin, l'ESS, c'est aussi ça, et c'est une façon de travailler, une façon d'agir collectivement. Et ça, il faut que les gens qui s'engagent dans l'ESS, dans le milieu associatif, ils prennent conscience qu'en fait, ils font partie de quelque chose qui est un peu plus grand. Voilà. Oui, l'angle jeunesse par rapport à l'économie sociale et solidaire est absolument évident. Pourquoi ? Parce que je crois que les jeunes, et notamment les générations jeunes aujourd'hui, qui s'interrogent sur notre modèle de développement, sont aujourd'hui extrêmement sensibles aux valeurs que porte l'économie sociale et solidaire. Ils sont sensibles sous l'angle environnemental à l'évidence. Ils sont sensibles sous l'angle du sens, c'est-à-dire quel est le sens de l'activité humaine, quel est le sens des échanges. C'est une réponse dont ils peuvent s'approprier les termes. Et il faut construire autour de ça un certain nombre c'est la raison pour laquelle Jérémy Godet le rappelait, nous avons mis en place des budgets participatifs dans les lycées. Les budgets participatifs, c'est quoi ? Eh bien, c'est la possibilité à des jeunes lycéens dans la maison des lycéens ou hors maison des lycéens, c'est la possibilité pour eux de définir avec leurs camarades ce qui fait sens, ce qui est utile, ce qui est prioritaire par rapport à la communauté à laquelle ils appartiennent. C'est la possibilité de construire des réponses et c'est la possibilité de gérer les budgets qui correspondent à ces réponses. C'est très formateur par rapport à des démarches d'économie sociale et solidaire ultérieure. Il faut développer des incubateurs. Et à cet égard, la mise en place en région d'Alter-Incube est un modèle intéressant, des incubateurs qui leur permettent de faire grandir leurs projets, d'être accompagnés dans cette mise en maturité de leurs projets. Ils ont parfois, on le sait, par rapport aux formes traditionnelles des associations, des possibilités d'engagement qui sont géniales et parfois des réserves. Je pense qu'il faut favoriser de manière expérimentale des coopératives de jeunesse lorsque, sur des projets, sous des angles particuliers, il faut le faire. Et puis, il faut les aider à construire les réponses. Je pense, on parlait des vêtements, mais plus globalement, ils sont très acquis au réemploi, très acquis à ce qui est ressourcerie. Nous avons engagé en région l'ordinateur solidaire. L'ordinateur solidaire, c'est quoi ? Ce sont des associations de jeunesse qui sont mobilisées, des acteurs du numérique qui sont mobilisés pour la remise en vie d'un ordinateur, des acteurs de l'insertion. Et les jeunes sont invités à prendre part, à côté des techniciens, des spécialistes, à cette remise en vie, seconde vie d'un ordinateur qui sont ensuite mis à leur disposition dans le cadre de leurs études de lycéens ou de jeunes. Ils sont vraiment aujourd'hui dans ce moment où on comprend bien la nécessité, je maintiens l'articulation, ça me paraît une belle idée, l'articulation entre une économie classique, mais une économie classique qui doit elle aussi évoluer et s'intéresser au sens des choses, et puis une économie qui est plus territorialisée, qui doit avoir beaucoup plus de place
que par le passé, qui doit bouleverser les visions de la mondialisation, et les jeunes sont prêts à ça aujourd'hui, il faut les accompagner là-dedans. Monsieur Millien, vous posez la question de la fraternité et c'est au cœur de pourquoi on veut faire aussi l'ESS, ou je dirais en creux de pourquoi la fraternité a disparu. Parce que justement, on était on a créé un système économique qui ne permet pas à la fraternité de s'exprimer, puisque l'objectif n'est plus un projet collectif, l'objectif n'est plus de manger, de se vêtir, de construire, et l'objectif est d'être rentable pour des intérêts notamment aujourd'hui financiers et mondialisés qui n'ont plus rien à voir avec l'objectif de l'activité économique. Concernant les jeunes, ils sont, comme ça a été rappelé avant moi avec chaque intervenant, ils sont je dirais, les premiers concernés par cette crise, tout simplement parce que le petit système qui était laissé en fait pour que les jeunes se débrouillent a disparu avec le confinement, et leur situation est totalement, parfois elle peut l'être vraiment dramatique. L'ESS a une vertu encore plus forte que celle de la résilience pour tous les publics en difficulté, les publics précaires. C'est qu'il a aussi une très forte vertu pédagogique. Et aujourd'hui, la jeunesse n'est pas dans la même situation que celle d'il y a quelques générations. Elle a reçu encore moins. Elle a, depuis qu'elle est dans le sein de leur mère, elle a mangé des pesticides. Elle n'a connu que la malbouffe. Le système scolaire a beaucoup baissé de niveau. La capacité à pouvoir ensuite rentrer dans une vie professionnelle est encore plus difficile. La génération pour le climat a pris parfaitement conscience du monde qu'on leur a laissé. Et aujourd'hui, une des manières de faire société ensemble à travers une activité économique, c'est bien évidemment l'ESS. Je terminerai juste avec une remarque qui n'est pas totalement liée à la question, Monsieur Millien, mais quand Madame Cabane dit que tout le monde est d'accord pour pouvoir faire de l'économie sociale et solidaire, permettez-moi de vous dire que malgré l'unanimisme des réponses, ce n'est pas du tout le cas. C'est qu'à partir du moment où on choisit l'ESS, qu'on parle de conversion ESS de l'ensemble de l'économie, on va avoir un problème de financement. Je m'adresse en particulier à mes collègues de France Active Centre-Val de Loire. Il y a un arbitrage de financement à faire. Et ce financement, est-ce que l'économie aujourd'hui, qui est la dominante, va l'accepter? Nous avons des règles de concurrence. Nous sommes face à un plafond de verre pour l'ESS. Et ce plafond de verre, il est construit, Madame Cabane. Ce n'est pas du hasard si nous n'arrivons pas à dépasser les 12% partout en France, malgré la très bonne volonté et l'unanimisme, encore une fois, qui est donné dans les discours. Et quelque part, si véritablement tout ce qu'on vient de dire sur la transition écologique, la pédagogie, le lien social, la résilience des territoires est vrai, alors oui, effectivement, ce plafond de verre, il faut le faire sauter. Mais ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont aujourd'hui dans une très bonne position, qui vont devoir effectivement le céder. Et c'est là où commence une bataille politique. Et donc, cet unanimisme, dans les faits, il n'a jamais existé jusqu'à présent. Timothée Duverger l'a bien expliqué tout à l'heure. Le but du jeu, c'était effectivement que l'économie sociale et solidaire irrigue l'ensemble de l'économie classique. Et je disais que nous, on était absolument d'accord avec ça. Et c'est justement tout l'intérêt des propositions que j'ai développées tout à l'heure, de pouvoir rapprocher au maximum les entreprises d'économie sociale et solidaire et les entreprises classiques pour que l'ESS ne soit plus quelque chose à part, mais ne soit vraiment une partie non seulement prenante de l'économie, mais qu'au fur et à mesure, elles prennent vraiment toute la place. C'est vraiment l'enjeu, je pense, des prochaines années. C'est cette coupure qui existe. Il ne faut plus qu'elle existe parce qu'il faut, mais M. Duverger l'a dit avec des mots bien meilleurs que les miens, mais il faut absolument que cette irrigation se fasse. Et pour ça, il faut que la fracture qui peut exister entre les deux, qui a commencé déjà à se réduire, puisqu'effectivement, là, aujourd'hui, on a un débat et finalement, comme vous dites, on est
tous d'accord sur le constat et sur l'envie d'aller plus loin. Donc cette fracture elle commence à se réduire et il faut vraiment y aller. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de mettre en place des solutions concrètes. On n'est pas dans juste les belles paroles et les belles actions. Je ne sais pas que c'est ce que fait Madame de Crémier, mais vraiment, c'est pour ça qu'on a développé des propositions extrêmement concrètes pour rapprocher au maximum ces entreprises et les associations et les coopératives, enfin toutes les formes d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour les rattacher au maximum et les mettre au cœur de l'économie classique, parce que c'est comme ça effectivement que le modèle va pouvoir changer. Donc plutôt qu'une bataille, parce que moi j'aime pas les batailles, on sait que les batailles, d'abord par principe ça veut dire qu'il y a un gagnant et un perdant, et on n'est pas là pour vous souhaiter que quelqu'un perde, mais on est vraiment là sur une transformation globale de la société, et cette transformation elle se passe si déjà on est d'accord sur la volonté d'aller ensemble au même endroit. Quelle méthodologie allez-vous mettre en place pour que les principes de l'ESS irriguent le prochain schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le fameux SRDE2I, et quelle articulation avec la prochaine stratégie régionale de l'ESS? Madame Cabane. Alors, tout d'abord, on souhaiterait organiser des assises de l'ESS. Ça a été dit plusieurs fois. L'ESS a des aspects particuliers. Il faut qu'on puisse les prendre en compte. Il faut qu'on puisse les prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive à imaginer ensemble les réponses aux besoins qui émergent. L'urgence il y a plusieurs urgences qui ont été évoquées tout à l'heure. L'urgence climatique, l'urgence environnementale, l'urgence alimentaire, etc. Et les réponses, ne doivent pas être prises les uns contre les autres, justement, mais les réponses doivent être prises ensemble. Et pour que les réponses soient prises ensemble, il faut discuter. Et donc, nous, c'est vraiment une méthodologie de la concertation qu'on veut mettre en place. J'ai un exemple, un groupement d'intérêt qui a été construit dans le sud de l'Auchois, pour reprendre ce qu'a dit Timothée Duverger tout à l'heure, en disant que l'ESS devait être un levier pour tout ce qui était les administrations, les institutions publiques. Ben là, par exemple, c'est un exemple de ce qui a fonctionné. C'est la communauté de communes qui s'est alliée avec à la fois des agriculteurs, des architectes, des chercheurs, des artisans, pour créer toute une filière d'éco-construction autour du tournesol. Et c'est quelque chose qui fonctionne excessivement bien. C'est un modèle qui est en plein essor. Et voilà, là, c'est typiquement la façon dont on voudrait fonctionner. C'est vraiment partir du terrain, partir des porteurs de projets, partir des envies des autres, les écouter, travailler ensemble et être vraiment concertés. Et alors, on n'a pas encore le bilan, l'évaluation du SRDE2I, puisqu'il se termine en 2021, mais on aimerait vraiment que ces différents aspects de l'ESS soient inscrits noir sur blanc dans le cadre du SRDE2I pour pouvoir vraiment avancer et pouvoir vraiment mettre en avant ce modèle économique qui nous semble répondre vraiment, et là ce n'est pas que des mots, mais qui nous semble vraiment répondre aux besoins des territoires. On sait que les besoins des territoires sont encore plus forts depuis la crise sanitaire. En tout cas, ils apparaissent plus fortement. Et c'est vraiment la réponse, on va la trouver, oui, dans l'économie sociale et solidaire. Jérémy Godet, à vous. Oui. Alors, par rapport à la méthodologie pour construire le prochain SRDE2I et la stratégie USS, donc, nous, notre méthode depuis le début de la campagne, puisqu'a porté aussi Charles Fournier pendant le précédent mandat, c'est la démocratie permanente. Et en fait, on pense que si on veut que l'ESS elle transforme l'économie, il faut que notre méthode, notre façon de travailler, elle ressemble aussi à l'ESS. Je citerai M. Duverger qui, au début, en introduction, a dit que l'ESS pouvait permettre de repenser la culture politico-administrative dans la co-construction de l'action publique. On est pile poil dedans. On est pile poil dedans là-dessus. Et donc, nous, sur la façon dont on souhaite construire. La première chose, c'est que
il faut quand même saluer la façon dont a déjà été construit le SRDE2I et la stratégie ESS dans le mandat précédent, avec quand même déjà pas mal de démocratie permanente qui avait déjà permis de faire des choses. La deuxième chose, c'est que la conférence régionale de l'ESS, c'est l'outil sur lequel nous, on s'appuiera évidemment pour écrire et élaborer ces deux documents. Peut-être en faire un organe plus régulier, avec plus de co-construction, que ça ne l'a été. Une autre idée, c'est insister sur le bilan de la stratégie de l'ESS qui a été mis en œuvre. Il me semble que c'est important de repartir de l'existant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Je parlais d'effervescence tout à l'heure, mais il y a encore des choses à réaliser et que ce point de départ, il est nécessaire. Par exemple, nous, on aurait voulu que l'appel à projet sur l'innovation sociale puisse voir le jour déjà sur la Covid, parce que la crise de la Covid, elle amène des besoins d'innovation sociale. Voilà, donc voilà sur la méthode, ce que je pouvais dire sur le fait que pour moi, ce qui est important, c'est que l'ESS, elle porte en elle des pratiques démocratiques qu'il faut retrouver dans notre façon de travailler avec elle et sur la question du développement économique, mais sur l'ensemble de nos politiques, bien plus encore qu'aujourd'hui. Voilà. Nous avons aujourd'hui une stratégie qui a porté, je crois, un très beau développement pendant 3 ans, qui arrive à son terme au cours de l'année 2021. Et donc, par rapport à la question de la méthodologie qui est posée par Jean-Louis, le sujet, c'est comment on refonde la nouvelle étape du développement. Je pense qu'il ne faut pas jouer trop près des lignes, qu'il faut se donner véritablement l'énergie qui est nécessaire à cette étape qui, comme nous l'avons dit collectivement, ouvre un nouvel espace, parce que nos concitoyens, ils sont très attachés à cette économie solidaire, à sa place dans la société, un nouvel espace parce que les domaines d'intervention se diversifient. Et donc, il faut, dans la phase qui s'ouvre, que nous ayons, avec l'ensemble de nos concitoyens, à la fois à l'échelle régionale et sur les territoires, des forums qui vont permettre de repositionner les outils, les domaines d'intervention, les synergies. L'économie sociale et solidaire, je vous donne un exemple. Demain nous avons apporté ce que j'appelle les nouvelles mobilités rurales, parce que nous avons de nouveaux habitants dans l'espace rural, parce que les habitants aujourd'hui de l'espace rural veulent pouvoir bouger différemment, etc. Il y aura la place pour des services publics organisés selon des formes d'intervention publique. Il y aura des formes qui seront liées à des initiatives privées. Mais il y a énormément de créativité à porter à partir de l'économie sociale et solidaire. Il y a par exemple les garages solidaires, etc. Ça ne se décrète pas à Orléans. Ça se travaille avec les acteurs du territoire. Ça se travaille avec les réseaux associatifs. Ça se travaille avec celles et ceux qui connaissent les besoins des populations. Ça se travaille avec les citoyens. Donc je pense qu'en termes de méthode, il faut ouvrir l'élaboration de la nouvelle stratégie, du nouveau schéma de l'économie sociale et solidaire par un travail qui sera complètement sur le terrain. Ensuite, dans son déploiement, tout à l'heure, l'Agence de développement économique d'Europe est une agence hyper puissante que j'ai créée avec la majorité, qui a commencé à travailler magnifiquement sur les sujets qui sont les sujets d'un développement, notamment du développement de l'énergie, de la prise en compte de l'écologie industrielle, etc. Et il faut que dans les ERC qui sont situés dans les chefs-lieux de département et qui irriguent vraiment sur chacun des bassins de vie, il faut qu'il y ait là des relais qui soient des relais puissants. Enfin, le réseau. Moi, je ne veux pas enlever à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ce qu'elle fait, ni au réseau, ni aux associations d'éducation populaire. Votre réseau, que nous soutenons très fortement, notamment avec Decapasso, est un élément qui diffuse lui aussi, qui est un élément qui porte et qu'on doit complètement associer à ce travail et d'élaboration et de diffusion. Voilà pour la méthodologie le plus rapidement possible. Donc, sur l'irrigation
cette fameuse irrigation, cette conversion, d'abord pour le SRDE2I, évidemment, ça doit être le fil rouge. Il faut que ce soit secteur par secteur. Je tiens beaucoup à un travail beaucoup plus en profondeur entre les chambres consulaires sur que l'ESS tisse des liens forts avec chacune des trois autres chambres. Je pense notamment à la chambre d'agriculture et à tout le milieu agricole où le développement de l'ESS est totalement porteur de transition écologique de l'agriculture et d'accélération de la conversion à l'agriculture biologique. Il y a bien sûr tout un dispositif de financement incitatif que doit développer la région pour inciter à la conversion. Et utiliser au maximum ce que permet la loi aujourd'hui. Elle permet déjà beaucoup de choses. Encore une fois, ce n'est pas beaucoup utilisé. Il y a aussi des mesures typiquement régionales d'accompagnement à la conversion à l'ESS qui ne seraient pas juste de l'incitation, mais carrément de l'accompagnement de projets pour le tissu économique pour passer en statut ESS. Il y a aussi, concernant on va dire le cœur du programme pour démocratie écologique, l'Assemblée régionale citoyenne que nous nous engageons à constituer et à donner un budget de fonctionnement. Cette Assemblée régionale citoyenne a pour but non seulement de faire remonter du terrain, de déployer sur le terrain, mais surtout de peser aussi au moment où la région doit négocier avec l'État pour peser aujourd'hui. La réglementation, encore une fois, le plafond de verre existe. Ça fait plusieurs années qu'on l'a atteint, tout simplement parce qu'autour de 15-20%, il y a une bascule qui permet en fait de convertir toute l'économie, et donc on reste scotché à 12%. Donc très clairement, une assemblée régionale citoyenne organisée non limitative dans laquelle il peut y avoir plusieurs milliers de citoyens qui viennent appuyer très fortement l'action d'un président de région pour dire à l'État il y a une réglementation ici qu'il faut bien qu'il faut modifier pour qu'on puisse effectivement passer à plus de conversion. C'est quelque chose qui est assez fort. Et enfin, dire aussi que dans le SR2I, ESS ou non, mais bien sûr sur l'ESS, que ce soit véritablement un maillage territorial qui irrigue l'ensemble de la structuration du SRDE2I. Parce que vous avez compris que l'économie sociale et solidaire est pour nous un levier extraordinaire de sortie de crise, de cohésion sociale et d'engagement, nous serons ambitieux. Nous serons ambitieux d'abord en liaison très étroite avec la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, mais tout ne va pas partir d'Orléans, tout partira des territoires, c'est-à-dire que nous engageons à ce que dans chacun des territoires, ça peut être dans le cadre des contrats régionaux de solidarité territoriale, ça peut être dans le cadre des contrats d'agglomération que chacun connaît, eh bien, il y aura l'espace de dialogue, l'espace d'initiative, l'espace de projet. Et donc, à partir de là, c'est cette agglomération de tous ces projets qui donnera de la force au niveau régional. La seconde chose, c'est une méthode nouvelle. La méthode nouvelle, c'est la simplification. Vous savez, moi, pendant 20 ans, j'ai été président de pays, donc je sais combien ça peut être compliqué par moment, même si on a toujours trouvé des solutions à un moment ou à un autre. Mais parce que la situation est difficile, il faut aller plus vite, être plus efficace. Par exemple, nous nous engageons à ce que dans les 60 jours suite à une demande, il y a déjà des premiers éléments de réponse. Parce que lorsqu'on a la chance d'avoir des initiatives, il ne faut vraiment pas les décevoir, les encourager et les soutenir. Parce que les financements participatifs sont devenus quelque chose comme un levier extraordinaire, là également de cohésion. Je finance des projets dans mon territoire. Eh bien, vous allez voir que nous serons particulièrement innovants parce que ces petits projets, quelquefois, cherchent ces quelques milliers d'euros, qui permettent leur éclosion. Et puis, enfin, vous l'aurez compris, nous allons vraiment faire une sorte de laboratoire à l'échelle régionale. C'est pour ça que la cohésion assurée par la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire est indispensable. Il y a des leviers sur lesquels il faut agir. Par exemple, le problème du logement est devenu encore plus criante aujourd'hui qu'elle l'était hier. Les problèmes de l'alimentation également, les questions environnementales, ça a été dit par tout le monde. Donc, nous croyons fermement à cela. Et puis, tout à l'heure, j'ai insisté sur les moyens financiers nouveaux que nous mettrions sur la table. 15 millions annoncés pour soutenir toutes les initiatives d'associations et bien sûr le modèle coopératif. Beaucoup ont souligné qu'il fallait l'encourager plus que cela, faire en sorte que ça devienne un des vrais nouveaux leviers du développement économique de cette belle région Centre-Val de Loire.
la question de Jean-Louis touchait vraiment au schéma qui est vraiment lié au développement de l'économie sociale et solidaire et qui est spécifique à l'économie sociale et solidaire. Là, je vais vous proposer de réfléchir plus largement sur comment vous entendez la place que vous pourriez donner aux acteurs de l'ESS et plus spécifiquement à la vocation de la CRES de représenter leurs ambitions, leurs problématiques, leurs difficultés et leurs modalités de fonctionnement un peu spécifiques dans les différentes instances que la région anime ou co-anime. Voilà. Donc là, on est plus sur le long cours, le schéma étant plus un rendez-vous ponctuel. Là, on serait plus sur quelque chose de récurrent. Jérémy Godet. Alors d'abord, la conférence régionale de l'ESS, nous, on veut en faire, je crois qu'elle se réunit tous les ans aujourd'hui, on veut en faire un moment plus régulier, donc un moment de dialogue plus régulier, où il y a déjà, j'imagine, la CRES de représenter. Un moment, donc, pour en faire un vrai espace de travail collectif qui soit aussi un temps parfois de bilan, de la stratégie, de retour sur des pratiques, etc. Et puis avec des approches thématiques qui pourraient être l'économie circulaire, qui pourraient être, etc. Donc ça, c'est quelque chose que on souhaite vraiment, ce sur quoi on souhaite vraiment axer. Après, il y a aussi, en fonction des politiques publiques de notre programme, je le disais au début, il y a vraiment on va avoir besoin de l'ESS et donc on va avoir besoin, par exemple, de la CRES qui effectivement est un peu le représentant, l'émanation de tous ces corps intermédiaires. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure du travail avec les banques sur la mobilisation de l'épargne citoyenne, je pense que là-dessus, il y aura un travail à engager avec la CRES. On veut porter une expérimentation du revenu de transition écologique et sociale en région. Ce revenu de transition écologique, il est déjà mis en place dans quelques territoires en France. Nous, on veut l'expérimenter ici et il prend la forme de revenus formation, de revenus investissement et puis de complément de revenus des minima sociaux pour des gens qui créent des activités en lien avec la transition écologique. Et souvent, il est porté juridiquement par des coopératives d'activité d'emploi, par exemple, mais il peut être aussi porté, et on l'imagine comme ça, nous, par des territoires zéro chômeur longue durée, par l'IAE, par l'insertion par l'activité économique. Donc, toutes ces articulations, toute la construction de ce que va être, de ce que pourrait être le RTE, il faudra qu'on le construise ensemble avec la CRES et avec l'ensemble des partenaires impliqués. Je reviens aussi sur DevUp. DevUp qui aujourd'hui, donc je le disais, a 400 développeurs dans toute la région. La formation sur l'approche de la transition écologique, tout ça, il faudra qu'on la construise avec l'ESS pour qu'on puisse vraiment faire en sorte que l'approche, elle change. Voilà. Merci. S'agissant de la place faite aux entreprises d'économie sociale et solidaire et la représentation des intérêts de l'économie sociale et solidaire, rappelez en effet que la CRES, nous l'avons mise au conseil d'administration de notre agence de développement économique et qu'elle est complètement présente sous l'angle de ses domaines d'intervention, sous l'angle de sa spécificité au regard des ressources. Et c'est bien évidemment indispensable que nous protégions à la fois cette place et les champs d'intervention qui sont les siens dans le cadre du développement économique global, de manière à ce que la dynamique de la CRES, la dynamique de l'économie sociale et solidaire fertilise l'ensemble des secteurs et des acteurs de l'économie, parce que je crois qu'il y a dans cette démarche, on parlait tout à l'heure du sens et des valeurs, dans les démarches, dans les valeurs fondamentales de la CRES, des choses qui doivent agir, influencer les modèles économiques de manière transversale. D'autre part, bien évidemment, l'économie sociale et solidaire
toute sa place au sein du Césaire. C'est fondamental parce que c'est avec les représentants de la société civile, avec les représentants des partenaires sociaux, avec les représentants de l'économie, de l'agriculture, quelque chose qui forge véritablement dans les autosaisines, comme dans les avis rendus sur la politique de la région, qui forge véritablement une dynamique importante. Peut-être pourrions-nous d'ailleurs à cet égard réfléchir à ce que l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire qui est présent dans DevUp puisse être dans une forme de présence renforcée en tant qu'union des employeurs, donc voir comment on peut faire en sorte que cette union des employeurs par rapport aux Césaire, par rapport à l'ensemble des instances puisse s'exprimer comme le MEDEF ou la CPME peut le faire. Il y a très certainement une spécificité à travailler là-dedans. Et puis enfin, la place, c'est la place sur les territoires. Et la place sur les territoires, c'est faire en sorte que les représentants soient vraiment acteurs, moteurs de ces forums dont je parlais tout à l'heure à l'occasion de la mobilité, mais qui sont également très importants dans tous les domaines, dans les domaines du développement des énergies alternatives, dans les domaines du développement des circuits courts, dans les domaines du développement à l'accès à la culture, parce que économie sociale et solidaire et culture, c'est vraiment des éléments qui ont une grande proximité. Donc voilà des pistes très concrètes pour aller plus loin encore. Sur la partie de l'insertion justement de l'économie, comme ça a été cité par Jérémy Godet, le revenu de transition écologique et les entreprises à but d'emploi dans le cadre d'un projet zéro chômeur de longue durée sont des dispositifs qui sont au cœur de cette transformation. Ce sont de véritables outils. Les territoires zéro chômeur de longue durée sont encore trop peu nombreux en France. On est encore en attente de leur généralisation. En revanche, ce qu'il faudrait inventer pour le revenu de transition écologique est totalement devant nous. Et là, la CRES on a un rôle non seulement de co-constructeur, mais de force de proposition. J'imagine que ça fait déjà longtemps que vous y réfléchissez. Là, aujourd'hui, on ne le connaît qu'en Suisse. Ça reste quelque chose qui est peu débattu au niveau de l'opinion publique, c'est-à-dire comment on fait pour avoir un revenu dans une activité non rentable qui porte en fait une vraie plus-value sur le plan écologique et social. Et cette déconnexion par rapport à la rentabilité, elle nécessite justement aussi une pédagogie, une explication. Donc nous, quand on doit le faire, encore une fois en lien avec les citoyens, avec cette assemblée régionale citoyenne, avec le travail des élus, avec les institutions et les acteurs, pour pouvoir justement ramener une solution après adaptée au territoire, mais qui fasse intervenir autant le public, le privé, les différents acteurs. Elle doit être intégrative. Mais la question, c'est c'est la question qui nous est posée à nous tous, c'est comment nous faisons pour trouver un financement d'activités non rentables, car aujourd'hui, c'est le grand angle mort du système économique dans lequel nous sommes. Nous l'avons rappelé les uns et les autres, et je crois l'avoir rappelé avec beaucoup d'engagement tout à l'heure. Comme nous croyons fermement à cette émergence encore plus forte de l'économie sociale et solidaire, il faut naturellement que ces acteurs du quotidien soient dans la co-construction de l'action publique. J'aime bien ce mot co-construction de l'action publique, parce que souvent on critique la verticalité de l'État, ça peut être des grandes collectivités comme la région, les départements, les intercos, ça appelle chacun à se remettre en cause. Et à un moment ou à un autre, par exemple, vous voyez, il y a un espace qui s'appelle les conseils de développement. Lorsque vous avez un contrat régional de solidarité territoriale, vous avez un conseil de développement qui est à côté. Et ça, c'est formidable parce qu'ils peuvent vraiment voir ce qui va, ce qui ne va pas, donner leurs idées, être des ambassadeurs des innovants. Et je trouve que c'est bien que, par exemple, ceux et celles qui sont en charge de l'économie sociale et solidaire puissent y trouver toute leur place. Il y a une deuxième dimension qui est très importante à mes yeux. On parle tous de transition écologique.
Et on parle tous aussi d'associer les citoyens. Eh bien, je pense que l'économie sociale et solidaire, me semble-t-il, est le bon chemin pour faire en sorte que les uns et les autres se rencontrent. Regardez ce qui se passe dans cette belle région, les projets de méthanisation, par exemple. Donc, beaucoup sont bloqués, plus d'une vingtaine à l'heure actuelle, parce qu'il y a souvent de l'incompréhension, les avantages, les inconvénients, les problématiques, l'accompagnement administratif. Bref, eh bien là, ça peut, semble-t-il, être un vecteur important d'implication de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, l'affaire de l'économie circulaire. Cette économie circulaire, elle s'impose à nous. On peut dire ce qu'on veut. Et je crois que vraiment, là encore, il peut y avoir, me semble-t-il, un rôle majeur en impliquant mieux les acteurs de l'économie sociale et solidaire. La gestion des déchets. Est-ce que le premier exercice n'est pas d'en produire moins? C'est aussi de la formation, de l'éducation. J'ai entendu parler de tout cela tout à l'heure. Et puis, on a aussi beaucoup parlé d'épargne citoyenne. Eh bien, je pense qu'une structuration à l'échelle régionale et avec une déclinaison loco-régionale, donc infra-territoriale, dans les territoires, si riches de cette région, créateur d'idées, d'innovations permanentes, eh bien, comment on fédère, on structure cette épargne citoyenne au service d'un projet ambitieux pour le territoire. L'important, c'est l'articulation de la méthode et avec, me semble-t-il, une place pleine et entière donnée à ceux qui ont compris, avant beaucoup d'autres, que l'économie sociale et solidaire était une chance pour cette région. La place des entreprises de l'économie sociale et solidaire, elle passe depuis très longtemps par le développement des clauses sociales dans les marchés publics. Là, je vais arriver sur quelque chose un peu technique, mais je pense que c'est extrêmement important. On sait que ces marchés publics, c'est que la clause sociale, elle est intégrée à la fin. Souvent, ça se passe comme ça. Or, nous, ce qu'on aimerait, c'est que dans la rédaction du cahier des charges des marchés publics, soit prise en compte les spécificités des entreprises de l'ESS à ce moment-là, pour qu'elles puissent candidater, non pas uniquement grâce ou à cause des clauses sociales, mais qu'elles puissent candidater parce que le cahier des charges a été écrit en pensant au fait qu'on puisse, que ces entreprises puissent pouvoir y répondre, puissent y bénéficier sans avoir besoin automatiquement d'activer ces clauses. C'est vraiment remettre l'activité économique de ces entreprises au cœur, au même niveau que les entreprises d'activité classiques. Et puis, il s'agit de donner une meilleure visibilité dans le monde économique et dans le monde politique à l'économie sociale et solidaire, notamment la représentation dans les instances, ça a été dit. Nous, on aimerait qu'il y ait au moins un représentant de la CRES dans toutes ces instances de concertation et de décision économique. Et je pense notamment au pacte régional économique et social. Et la CRES a toute sa place à côté des chambres consulaires, à côté des syndicats, à côté des organisations professionnelles. C'est comme ça, c'est parce qu'il y aura cette présence dans ces instances de concertation, dans ces instances de construction que la voix de l'économie sociale et solidaire se fera entendre, que cette voix pourra irriguer l'ensemble de l'économie et que les bonnes pratiques qui existent, qui ont été expérimentées dans les entreprises d'économie sociale et solidaire pourront donner envie aux autres entreprises d'y adhérer. Et puis, il s'agit aussi de donner aux porteurs de projets des ailes dans chaque territoire. Ça a été dit, j'ai cité plusieurs exemples d'associations, de coopératives, d'entreprises partout sur le territoire de la région. Et ces porteurs de projets, on voit bien que tous, au départ, sont partis de leur territoire, des besoins de leur territoire. Et c'est vraiment eux qu'il faut écouter, c'est vraiment à eux qu'il faut donner des ailes. Et c'est pour ça qu'on a vraiment, nous, cette volonté de partir des territoires, des porteurs de projets pour pouvoir vraiment lancer cette logique de gouvernance et renverser finalement ce qui existe actuellement aujourd'hui. Et pour ça, on a besoin des réseaux qui existent déjà. On a besoin d'avoir cette présence de l'économie sociale et solidaire, cette présence importante, visible, à tous les échelons du territoire, jusque dans toutes les instances de concertation. Merci à vous. Après avoir fait un tour de table et un tour d'horizon assez complet, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet, peut-être, notamment sur les moyens, sur l'organisation. Dans vos futures équipes, quel sera l'interlocuteur privilégié pour l'ESS, pour la CRES, au niveau des élus, avec peut-être un VP dédié,
la construction d'un guichet unique, une formation au niveau des élus régionaux, mais aussi peut-être des services dédiés, plus spécifiquement, avec quelle articulation, quel nombre de TP, et une organisation peut-être, quelle articulation avec l'organisation départementale de la région, ça existe déjà, et puis quels moyens financiers voulez-vous consacrer à l'économie sociale et solidaire, et notamment à la CRES, qui est, je le dis, portée par la loi, ça a été rappelé, chambre consulaire, mais pas tout à fait. Et voilà, donc il y a des pistes d'évolution par rapport à cela. Je le rappelle, hein, nous ne pouvons pas assumer pleinement toutes les missions qui nous sont confiées par la loi, faute de moyens, hein, de la part de l'État et de la région, même si effectivement la région est très présente. Et puis, dernier point, et vous pensez bien que j'allais vous poser la question, dans quel lieu voyez-vous la représentation de l'économie sociale et solidaire, ce fameux lieu totem dont on entend déjà parler depuis un petit moment, et sur lequel nous avons déjà travaillé et fait des propositions? Je ne sais pas si j'aurai aujourd'hui la réponse à toutes vos questions, Monsieur Desnoux, parce que il y a par exemple la question des financements, des moyens, du lieu totem. On est en début de campagne et j'avoue que je n'ai pas forcément la réponse à vous apporter aujourd'hui. En revanche, oui, il y aura un vice-président ou une vice-présidente qui sera en charge de ces questions de l'économie sociale et solidaire. Et puis, il y aura évidemment des interlocuteurs identifiés dans les services. Alors, quand je dis dans les services, on voit large. J'entends bien que vous avez besoin de référents et c'est ce qui sera fait, mais on sait très bien que l'économie sociale et solidaire, c'était une question transversale. Donc, je prenais un exemple, la coopérative laitière de Verneuil qui existe depuis plus de 50 ans, qui s'est créée autour des circuits courts. Donc, ça remonte déjà à plusieurs décennies. Donc, ça a trait à toutes les questions agricoles. Mais cette coopérative a mis en place un méthaniseur. Donc là, on touche au domaine de l'énergie renouvelable. Elle a aussi un développement économique qui est important. Elle commence à faire de l'exportation. Et elle l'exporte jusqu'au Japon. Donc, on voit bien qu'il y a différents services qui sont concernés et il faut mettre en place des référents dans les différents services. On voit bien que cette question de transversalité, cette question d'agilité dont j'ai parlé avec Isaac Group tout à l'heure, cette question du rôle social et de formation des entreprises de l'ESS, on voit que ce sont des porteurs. Toutes ces entreprises sont des porteurs de valeurs qui sont fortes, des valeurs notamment de citoyenneté, des valeurs de fraternité. Et on a besoin, il faut faire attention à soutenir les modèles économiques de l'ESS parce qu'on en a besoin. On en a besoin parce que nos territoires en ont besoin, on en a besoin parce que nos habitants en ont besoin, on en a besoin parce que il faut arriver à irriguer l'économie classique avec l'ESS. Je pense je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Il faut que l'économie classique, il faut arriver à la modifier. Alors moi, je ne suis pas pour une modification brutale. Je suis sur une modification qui soit constructive, qui soit gagnante pour tout le monde. Et je suis sincèrement persuadée, avec l'ensemble de l'équipe, qu'on aura gagné. On aura gagné le jour où on ne fera plus la différence entre l'économie sociale et solidaire et l'économie classique, parce que la première aura complètement irrigué la seconde et l'aura rendue plus vertueuse et plus humaine. Je vois que le président Desnoux, fidèle à son habitude, a raison. Il pose des questions extrêmement pratiques. En clair, comment on fait? Bien sûr, il faut un élu qui soit l'interface, qui soit celui qui est en charge ce beau domaine de l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'on associera le monde associatif. Parce qu'on sait que les deux sont extrêmement liés, même si l'économie sociale et solidaire va à la rencontre beaucoup des PME, TPE et des petites entreprises. Donc ça, c'est un engagement fort. Ça marque une volonté politique. La seconde chose, les guichets uniques, ça a été dit par beaucoup. Je crois que vraiment, c'est une exigence. Une exigence, bien sûr, pour l'économie sociale et solidaire et tous les projets qu'on sera amené à soutenir. Une exigence aussi pour les PME, TPE, bref. Un guichet unique, c'est éviter le parcours du combattant. Et ce parcours du combattant, je crois qu'on n'a pas besoin de l'imposer à ceux qui ont des idées et qui veulent aller au bout de ces idées. La troisième chose, c'est les rôles des élus. Ça, c'est un vrai sujet. Qui connaît ces élus régionaux dans les départements? Évidemment, le président est très connu. Mais nous allons faire signer à nos élus une charte.
Et sur ce territoire, ils devront être partout où la région a des compétences. Dans la mobilité un jour, sur le lendemain, sur un contrat régional, le troisième jour sur un problème d'économie sociale et solidaire, pour qu'ils prennent totalement à bras-le-corps les compétences et la responsabilité qui leur ont été confiées par les habitants de cette région. Ça me paraît important. Les moyens financiers, je l'ai dit, parce qu'il faut sortir de crise au-delà de ce qui est donné à Capasso à l'heure actuelle, avec l'allongement que j'ai proposé de 3 à 6 ans uniquement pour faciliter le soutien à ces associations avec une vraie visibilité plus longue, qui n'auraient pas du tout en cause les engagements longs qui existent à la région pour Capasso, mais qui permettront justement de simplifier. Nous mettrons 15 millions d'euros sur la table. Nous avons répété pour la 3e fois aujourd'hui parce que c'est un chiffre que nous avons calibré en fonction des attentes que nous avons pu recenser. Et puis, enfin, ça a été dit, et je le répète, il est essentiel que les citoyens soient au cœur, naturellement, de cette économie sociale et solidaire. Il permet de réinsister sur ces propositions que j'ai faites à l'intérieur des territoires, parce que l'espace où on vit, le bassin de vie, comme on dit, c'est le lieu où on se reconnaît, c'est le lieu où on a envie de s'engager. Eh bien, grâce à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, on mettra en place justement ces structures d'écoute, de partage, ces structures d'innovation et qui feront, me semble-t-il, œuvre utile en redonnant à la fois de la dynamique économique, il en faut, à la fois de la cohésion sociale, c'est une exigence, et à la fois de l'espérance, nous le voulons. Bah, cette dernière question, c'est une question de tête de réseau. Et je la comprends. Hein. Je la comprends pour avoir moi-même été président d'une tête de réseau nationale. Malheureusement, je vais pas pouvoir répondre précisément, mais par contre, je m'engage parce que je ne doute pas que Charles Fournier, notre tête de liste régionale, a des réponses plus précises que moi. Je peux le faire aujourd'hui là en direct sur les questions que vous venez de poser, sur le lieu notamment, et puis sur le montant du financement de la CRES, etc. Peut-être quand même, pour reboucler, dire que je parle de tête de réseau. Sachez qu'on a tout à fait conscience que les têtes de réseau, elles ont un rôle essentiel dans l'animation des territoires. Et que sans elles, en fait, il n'existe pas de mouvement, de capacité de mobilisation collective de toutes les forces qui peuvent exister dans les territoires. Voilà, ça c'est pour vous rassurer. Pour la question de la représentation des élus, il existe depuis 2019 une délégation à l'économie sociale et solidaire. Ça fait 2 ans. C'est encore assez peu pour que peut-être elle ait pu prendre corps, elle ait pu vraiment éclore. Et du coup, nous, on est plutôt dans la logique où on reconduirait cette délégation à l'économie sociale et solidaire pour donner un vrai interlocuteur politique qui serait dans l'exécutif régional à l'économie sociale et solidaire, mais qui serait aussi intégré plutôt dans les questions aussi de développement économique plus globalement. Après, et là, je me permets de faire une petite conclusion parce que j'ai bien compris que c'était la dernière fois que j'avais la parole aujourd'hui. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que nous, la liste Un Nouveau Souffle qui est menée par Charles Fournier, notre ambition, c'est quand même de faire du prochain mandat le mandat de l'innovation sociale et écologique. Et qu'on pense qu'il est vraiment temps de le faire. Et que le contexte, j'y reviendrai, vraiment le contexte à la fois avec la crise sanitaire et le dérèglement climatique, la chute de la biodiversité, ça appelle ce genre de réponse politique. Et donc, quand on pose ça comme ambition, vous voyez bien qu'on ne va pas pouvoir faire sans l'économie sociale et solidaire. Dès lors qu'on admet que l'économie sociale et solidaire, elle est à l'innovation économique et sociale. Elle fait de l'innovation sociale. Donc, voilà, je voulais vraiment que vous puissiez entendre le fait que nous, les propositions qu'on porte en termes de transition écologique et sociale, elles auront besoin des acteurs de l'insertion par l'activité économique, elles auront besoin des coopératives, elles auront besoin des banques coopératives, elles auront aussi certainement besoin peut-être des mutuelles, elles auront besoin des entrepreneurs sociaux.
Voilà. Et elles auront évidemment besoin du monde associatif qui est déjà extrêmement important dans nos territoires. Juste pour conclure, dans mon département, Météo France, excusez-moi de faire le laïus sur le climat, mais c'est pour poser les choses. Dans mon département, Météo France annonce en 2070 110 jours de canicule. 110 jours de canicule si les courbes restent les mêmes. Et aujourd'hui, on peut quand même dire que depuis 20 ans, ces courbes-là, elles ont plutôt tendance à s'aggraver qu'autre chose. En 2019, toujours dans l'Indre, il y a eu 15 jours de canicule. Et au bout de 15 jours de canicule, il n'y avait plus d'eau dans les rivières, il n'y avait plus d'eau dans les sources et il y a eu des incendies de forêt dans la Brenne, etc. C'est des centaines d'hectares qui sont partis. Voilà les 50 prochaines années qui nous attendent. Et voilà pourquoi nous devons être dans l'innovation sociale. Je suis désolé de vous le dire, mais on va vraiment avoir besoin d'innovation sociale et écologique. Donc, il va falloir qu'on bosse ensemble, quoi. Voilà, merci. De manière très évidente, Monsieur le Président, il faut bien évidemment rééquilibrer les budgets, donner les moyens d'agir à la tête de réseau régional. Et ce rééquilibrage doit se faire de manière affichée et affichée aussi avec une délégation à part entière. Alors très clairement, normalement, dans un monde idéal, ça devrait être un vice-président à l'économie qui a aussi la délégation économie sociale et solidaire ou un conseiller régional délégué à l'économie sociale et solidaire. Mais là, on est tellement en manque d'économie sociale et solidaire. On doit tellement faire cette conversion rapide qu'effectivement, il faut de manière, et ça durera plus d'un mandat, il faudra une personne spécifique pour pouvoir donner ce coup d'avancement en même temps que dans une vice-présidence distincte de la vice-présidence de l'économie conventionnelle. L'enjeu, c'est effectivement que le dérèglement climatique, mais les crises à multifacettes dans lesquelles nous sommes, parce qu'il y a aussi une crise sociale extrêmement présente, qui s'est exprimée, qui a été étouffée pendant le confinement, qui va se réexprimer à nouveau de manière très forte, avec un sentiment de déconnexion très fort entre les élus et les citoyens. Et ce sentiment de déconnexion, il s'accentue parce que la précarité et l'accès à l'emploi sont complètement cassés. Et quand on joint à la fois l'urgence écologique, climatique et sociale, les solutions qui sont apportées par l'économie conventionnelle, je ne dis pas classique parce que classiquement, on n'était pas dans cette économie-là, dans une économie plus prédatrice. Classiquement, on était dans quelque chose de beaucoup plus doux. Mais les solutions qui sont apportées sont totalement inadaptées à l'ampleur de la crise et des attentes des citoyens. Et dans ce rééquilibrage budgétaire, la région a vraiment la responsabilité de montrer que cette, alors on peut l'appeler innovation sociale, ou en tout cas on peut l'appeler aussi reconnexion démocratique avec les citoyens pour donner du sens à l'activité économique, eh bien elle est indispensable, elle est forte, et donc ça doit être quelque chose qui doit être vraiment affiché dans les axes de l'ensemble des politiques au-delà de l'ESS pour la région. Merci. Débat enrichissant. Et puisqu'il y avait beaucoup de convergence, moi, je souhaiterais vraiment que dans le prochain mandat, il y ait la même convergence parce que j'ai trop entendu à longueur de CP, à longueur de session, qu'il y avait beaucoup de choses fumeuses qui mériteraient d'être réétudiées, d'être requalifiées, etc. Pour ne pas le dire aujourd'hui, je ne fais pas polémique. Donc, bravo pour la convergence si elle est sincère et si elle est réelle. Deuxième élément, je veux dire, comme je l'avais dit très fortement,
on fera capasso, on maintiendra les moyens, etc. On l'a fait. Je réponds à la question de Jean-Louis Desnoux. Oui, il faut à la fois la maison régionale de l'économie sociale et solidaire du futur. Il faut qu'elle se réalise. Et en même temps, il faut que cette maison se décline avec un réseau de tiers-lieux qui irrigue complètement le territoire en accélérateur, en incubateur de l'économie sociale et solidaire. C'est un engagement que je prends de manière extrêmement claire. S'agissant de l'interlocuteur unique, il s'agit d'économie sociale et solidaire, il s'agit d'économie territorialisée. Je crois que l'interlocuteur unique, il doit avoir son camp de base dans les ERC, en lien avec DevUp et en lien infra avec les territoires. Il faut qu'à l'intérieur des équipes que j'ai mises en place, les 400 dont on parlait tout à l'heure, nous ayons véritablement une culture de l'économie sociale et solidaire et une organisation qui prenne en compte la spécificité, création des coopératives, accompagnement des associations, mobilisation sur les fonds européens, ça me paraît absolument nécessaire. Sur les moyens financiers doivent être à la fois ceux dont nous avons parlé, ceux de la région. Vous savez les uns et les autres combien nous travaillons avec France Active, qui est également un levier important pour l'économie sociale et solidaire. On n'avait pas eu le temps de le souligner jusqu'à maintenant. Et vous avez parlé des fonds européens. Ça me paraît tout à fait nécessaire. Pour terminer, je pense qu'il faut que nous portions de manière heureuse, de manière dynamique, de manière passionnée, de manière optimiste les défis dont il est question, qu'il s'agisse des défis de la justice et de l'égalité, qu'il s'agisse des défis environnementaux, qu'il s'agisse du défi du numérique. Certes, on a des choses qui, sous certains égards, sont des priorités, des urgences, etc. Mais on ne pourra pas faire avancer, que ce soit par l'économie traditionnelle ou par l'économie sociale et solidaire, qui est un puissant levier, on ne pourra pas faire avancer nos concitoyens, nos structures, par la peur. Donc moi, je dis que les défis qui sont devant nous sont des défis qui peuvent être autant de moteurs, des moteurs pour l'économie, des moteurs pour l'emploi, des moteurs bien évidemment pour notre environnement, et que pour ça, dans ça, avec les valeurs qu'il apporte, avec la citoyenneté qu'il apporte, l'économie sociale et solidaire est vraiment dans notre chance, dans notre région, une vraie chance, parce qu'on a le réseau, on le voit dans le mois de l'économie sociale et solidaire, on le voit dans les conférences, on a à la fois le réseau et aujourd'hui une véritable confiance entre nous, il faut poursuivre. Merci.